Alors, le top 10 des meilleurs vilains de Batman. Le top 10 des Batmobiles. Le top 12 des meilleurs gadgets de Batman. Le 13e va vous étonner. Salut à vous pauvres mortels. Si on se retrouve aujourd'hui, c'est pour se souvenir de ces fois où Batman et Superman se sont comportés comme de gros fils de pute. Non, c'est vrai, avec la sortie de Batman v Superman au cinéma, il était assez tentant de faire un top 10 des plus beaux slips de Superman par exemple. Mais j'ai préféré laisser ces sujets assez pointus aux experts et m'intéresser à un truc un peu moins compliqué. Quand on pense aux super-héros, on pense à de grands principes universels, comme la justice par exemple. Mais parmi les règles que respectent bon nombre de héros masqués, il y en a une qui est plus importante que les autres. On ne tue pas. Alors bien sûr, ce n'est pas valable pour tous les héros de comics. Des personnages comme Wolverine, Deadpool ou encore le Punisher n'ont pas de regret à éliminer définitivement leurs opposants. Mais là, on est plutôt dans le domaine du anti-héros. Ce principe qui consiste à épargner même les plus terribles criminels est souvent cité comme l'une des règles fondamentales du mode opératoire de Batman. Mais on va voir que ça n'a pas toujours été vrai. Parmi les premiers super-héros, Batman est sûrement l'héritier le plus évident des personnages de pulps comme The Shadow ou de héros de bande dessinée comme The Phantom. La particularité de nombreux héros de pulps est qu'ils portent et utilisent des armes à feu sans que cela ne leur paraisse jamais immoral. On peut y voir une sorte d'évolution progressive du héros de cape et d'épée ou de western vers l'aventurier affrontant des forces mystiques, puis enfin vers le super-héros plus urbain ayant conservé quelques caractéristiques de ses prédécesseurs. Résultat, lors de sa création en 1939 par Bob Kane et Bill Finger, Batman porte des pistolets à sa ceinture et n'hésite pas à utiliser des armes lorsque cela lui permet d'arrêter ses ennemis plus facilement. Et pour que l'exemple soit tout à fait concret, on va revenir sur l'une des toutes premières aventures de Batman parue en 1939 dans le 32e numéro de Detective Comics. The Mad Monk est l'un des tout premiers super vilains que Batman a affronté dans sa carrière, une sorte de vampire capable d'hypnotiser les gens et de les contrôler. Pour l'éliminer, pas de Bat Gadget, pas de combat épique et pas de Batmenote pour le conduire à la police. Non non non, Batman attend tranquillement de prendre son ennemi par surprise pour le tuer en lui tirant dessus dans son sommeil. Attends, mais il lui tire dessus dans son sommeil quoi, est-ce que c'est possible d'être plus lâche que ça? C'est quoi la prochaine étape, s'attaquer à des handicapés? Dans le tout premier numéro de la série Batman paru en 1940, le Chevalier Noir prouve une fois encore qu'il est carrément sans pitié. Dans cet épisode, un méchant scientifique utilise une formule de son invention pour transformer des handicapés mentaux en monstres à la force surhumaine. Afin d'empêcher le scientifique de conduire l'un de ces monstres à bord d'un gros camion jusqu'en ville pour braquer une banque, Batman n'hésite pas à abattre le conducteur du véhicule grâce à la mitrailleuse du Batplane. Le camion s'écrase contre un arbre, libérant le monstre, qui rappelons-le est un jeune handicapé mental transformé malgré lui. Et là on se dit que Batman va réussir à le capturer et à lui injecter l'antidote qu'il a développé quelques instants plus tôt afin de lui rendre son apparence normale. En fait, Batman passe un câble en acier autour du cou du monstre et prend de l'altitude avec le Batplane alors que la créature meurt pendue. Et il se dit que finalement, il est sûrement mieux comme ça. Ok? En fait, c'est la dernière fois qu'on verra Batman utiliser une arme à feu pour tuer quelqu'un intentionnellement. Dans le 7e numéro de la série, le commissaire Gordon cite même Batman comme un exemple car il n'utilise pas d'arme à feu. Ouais, le mec a quand même la mémoire méga courte parce qu'il y a 5 minutes, Batman dézinguait tout le monde. Alors d'accord, vous allez me dire que ces histoires datent un peu et que c'était une autre époque. Et vous n'aurez pas totalement tort, car à partir de 1954, avec la mise en place du Comics Code Authority, une bonne partie des publications de bandes dessinées américaines vont être épurées de toute forme de violence. Fini les morts, le sang et les armes à feu, au moins pour l'instant. À partir des années 80, Batman revient sur le devant de la scène grâce à plusieurs récits majeurs, notamment The Dark Knight Returns de Frank Miller, dans lequel le Chevalier Noir est plus borderline que jamais, ou encore Year One, également scénarisé par Miller et dessiné par David Mazzucchelli, qui revient sur les origines du héros et sur sa relation avec le commissaire Gordon, tandis que Year Two explore justement le rapport que Batman entretient avec la mort et les armes à feu. Ces récits sont généralement plus violents que ceux auxquels les lecteurs des années 60 ou 70 ont pu être habitués, mais ils ne peuvent décemment plus aller à l'encontre des règles imposées aux justiciers de Gotham sans que cela ne soit montré de façon extrêmement symbolique ou ne devienne justement la source d'une règle à respecter par la suite. Par exemple, quand Batman tue le chef des mutants dans The Dark Knight Returns, c'est le dernier recours pour sauver sa propre vie, et c'est donc sans comparaison avec ce pauvre handicapé mental pendu au Batplane de façon totalement gratuite. Bien sûr, cette règle maintenant établie selon laquelle Batman ne doit pas tuer ses ennemis a donné naissance à des récits qui jouent volontairement avec elle. Le plus connu et aussi le plus controversé sur bien des points est sans doute The
Killing Joke d'Alan Moore et Brian Bolland. Killing Joke est à la base un roman graphique censé raconter le dernier affrontement entre Batman et le Joker. Le personnage de Barbara Gordon, qui était alors Batgirl, y est largement maltraité par le Joker et perd l'usage de ses jambes. Bref, je ne vais pas revenir sur l'intégralité de The Killing Joke, je vais seulement vous dire que c'est un récit majeur et indispensable, donc foncez le lire parce que c'est tout simplement la meilleure histoire de Batman. La question qui reste en suspens à la fin de Killing Joke, c'est de savoir si Batman tue ou non le Joker. Ce problème est intimement lié à la continuité de l'univers classique de DC Comics. En effet, si l'on considère que Batman tue son ennemi juré dans cette histoire, le Joker ne devrait plus apparaître par la suite. Mais le fait que Barbara Gordon ait ensuite été représentée en fauteuil roulant dans les différentes séries DC Comics implique que The Killing Joke a bien eu des répercussions sur la continuité de l'éditeur. Le Joker étant revenu à de nombreuses reprises depuis, il semblerait donc évident que Batman ne l'a pas tué. Attends, j'ai mal à la tête là. Est-ce qu'on peut pas tout simplement dire que c'est une super histoire et que du coup on se fout complètement de la continuité ? Soyons clairs, pour Batman, les exemples ne manquent pas, hein. J'aurais aussi pu vous parler de la fois où il a laissé KG Beast mourir de faim par exemple. Ah oui, il fallait pas qu'on parle de Superman aussi ? Ah, je savais bien qu'on oubliait un truc. Pour Superman, c'est un peu plus compliqué, car le peu de fois où il a tué, il s'agissait plutôt de créatures extraterrestres monstrueuses. Je ne vais pas non plus trop m'étendre sur les versions alternatives du personnage, comme dans Injustice par exemple, car même si elles sont extrêmement intéressantes, elles ne sont pas le reflet de la véritable personnalité de Superman. Et oui, on peut très bien parler de personnalité pour un personnage imaginaire, n'est-ce pas Steve ? En 2013, quand Man of Steel de Zack Snyder est sorti au cinéma, beaucoup de gens se sont révoltés quant au fait que Superman tue Zod à la fin du film. Tout simplement parce qu'il est ancré dans la culture populaire que Superman ne doit pas tuer, peut-être même encore plus chez les gens qui ne connaissent les super-héros que par le biais du cinéma. Seulement, en 1988, sous la plume de John Byrne dans le 22e numéro de sa nouvelle série, Superman a bel et bien tué Zod et ses complices. Échappé de la zone fantôme et déjà condamné pour avoir mené un génocide sur Krypton, les terribles criminels réservent le même sort à la planète bleue. Superman, en tant que dernier représentant de sa civilisation, décide d'accomplir la sentence prononcée par la justice de sa planète natale en éliminant définitivement Zod. Ce que l'on peut même dire, c'est que la façon dont Superman tue Zod dans Man of Steel est 100 fois plus justifiée, car il faut préciser qu'au moment où il exécute son adversaire dans les pages du comic book, celui-ci a perdu ses pouvoirs et ne représente donc plus vraiment une menace. Voilà, je pense qu'il fallait rétablir la vérité par rapport à Man of Steel, qui est un très bon film, soit dit en passant. Et la prochaine fois, au lieu de crier au scandale parce que ce que vous voyez va à l'encontre de ce que vous savez, eh bien essayez d'en savoir un tout petit peu plus. Si Batman et Superman n'ont jamais encouragé les lecteurs à user gratuitement de la violence, ils ont parfois dû franchir la ligne et aller à l'encontre de leurs propres principes pour protéger les innocents. L'exemple de Man of Steel est d'ailleurs très parlant. Nous avons nous-mêmes assimilé les règles de nos héros au point de leur en vouloir quand ils ne les respectent pas. Quoi qu'il en soit, Batman et Superman restent deux modèles d'héroïsme depuis près de 80 ans maintenant, une longévité exceptionnelle pour des héros qui représentent les deux extrémités du genre super-héroïque et qui ont posé les bases des univers gigantesques que nous connaissons aujourd'hui. Petit conseil de lecture pour terminer cette vidéo, l'excellente série Superman Batman de Jeff Lobb et Ed McGuinness chez Urban Comics. Énorme. Énorme. Si vous avez aimé cette vidéo, je ne saurais que trop vous conseiller d'aller faire un tour sur la chaîne de Monsieur Yanda et de V pour Valentin, qui vous parleront de ces deux personnages bien mieux que moi. Voilà, jusqu'à la prochaine fois, je compte sur vous pour avoir de saines lectures. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la partager sur les réseaux sociaux. Si cette vidéo ne vous a pas plu, n'hésitez pas à la partager sur les réseaux sociaux. Vous pouvez maintenant me retrouver sur Facebook, Twitter et Instagram, et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne pas rater la prochaine.